La dernière étape avant les finales mondiales du SWC, c'est maintenant dans The Scroll. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de The Scroll. On est encore une fois de plus avec l'ami Junpei. Comment tu vas, chef? Ça va? Ça va toujours très bien, merci beaucoup. Et oui, beaucoup de choses se sont passées ces 3 dernières semaines, mon cher Chezou. Dans l'ordre chronologique, il y a eu en premier la Coupe Amérique, ensuite il y a eu la Coupe Asie-Pacifique, et pour finir le week-end dernier, au moment où on enregistre ceci, il y avait donc la Coupe Europe. Donc il y avait eu beaucoup de choses, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, et même enfin on a une petite surprise, n'est-ce pas Junpei? On a quoi à la fin? J'ai entendu une petite interview du champion d'Europe en titre, c'est ça? Ouais, c'est ça, donc ça fait bien plaisir, un petit truc croustillant avec notre nouveau champion. Donc je pense qu'on est prêt et qu'on peut y aller. En premier, il y avait eu la Coupe Amérique, c'était le 24 octobre. On avait des joueurs un peu familiers de la scène un peu SWC. On avait donc Dream Joseph qui était là toutes les années. On avait J-Mac qui est un streamer. On avait Tri qui était un du coup qualifié régulier et franchement limite habituel, on peut le dire. Bref, il y avait du bon monde et en vrai c'était une coupe qui était explosive. Joseph qui a battu 2-0 Reeves, ensuite J-Mac qui a battu 2-0 Ken Boller alors qu'il était favori. Trocamu qui a battu 2-1 Tri, Popo Panda qui a battu 2-0 Raigeki. Ça c'était évidemment que pour les quarts de finale vu que c'était du BO3, mais dès les demi-finales et les finales on passe directement en BO5 et là on voit du 3-1 3-1 J-Mac Joseph et Trocamu qui bat Popo Panda 3-1 également, et alors derrière une finale en 3-0 simple, efficace. Alors on a parlé du champion d'Amérique J-Mac, bien sûr, qui a survolé la compétition, mais en face il avait aussi évidemment le vice-champion, donc Trocamu, et Trocamu il a rusé pas mal sur ses compositions puisqu'il ne laisse pas vraiment le choix à son adversaire. On va avoir du contrôle et du burst. Alors comment ça va se passer? C'est tout simplement que Trocamu va réussir à mettre en place des drafts qui ne vont pas laisser le choix à son adversaire, puisqu'on va avoir par exemple ce Daphnis qui va être en position d'attaquer une unité qui burst et la tuer avant même qu'elle puisse jouer. Donc là c'est ce qui se passe sur cette Serra puisqu'elle avait du wheel, donc elle se prend le break def et derrière 28 000 qui sont collés, c'est énormissime. Et derrière, on va avoir ce contrôle qui va être amené par d'abord un strip de Savannah, mais même s'il n'y avait pas eu ça, on aurait pu avoir cet Hathor qui finit par contrôler. Donc en gros, on a d'un côté le contrôle qui va même passer au travers de l'immunité grâce à Savannah, ou en tout cas retirer une immunité. On a le burst de Daphnis et du coup, malheureusement, on ne peut pas faire grand chose puisque du moment que Trocamu prend ce premier tour, derrière il peut faire dérouler son gameplay habituel et on ne peut pas se sortir de sa toile. Le piège est déjà tendu et malheureusement on perd pour Popo Panda pour ce match en demi-finale. Mais c'était évidemment pas la seule arme de Trocamu, mon cher Chezou. Il arrive à sortir un autre monstre et cette fois-ci c'est Cheongpung, le peintre-vent. Alors, c'est la première fois qu'on le voyait au SWC. Ce peintre-vent va pouvoir strip l'ennemi, la team entière ennemie, et poser dans certains cas du breakdef et du glancing. Et alors derrière, ça offre un boulevard à Okeanos et à Ganymede qui va pouvoir le refresh, et du coup c'est juste magnifique. Donc dans cette composition, on arrivait à poser 2 strippers, la Diana et le Cheongpung, pour derrière continuer le contrôle. Donc vraiment on avait toutes les armes en sa position pour Trocamu pour rouler sur le championnat, et c'est ce qu'il a fait puisqu'on rappelle vice-champion de la Coupe Amérique. Mais ça n'a pas empêché de perdre contre J-Mac. Un J-Mac qui s'est démarqué par du coup des possibilités vraiment énormes de style de jeu. C'était dur de prévoir ce qu'il allait jouer. Et il y a par exemple un monstre qui a fait l'apparition dans les drafts de pas mal de joueurs, mais c'est le seul à vraiment avoir réussi à l'utiliser. Il a réussi par exemple à utiliser un Cyan. En fait, Cyan, c'est un bombeur, donc on va dire, tiens, il est là pour faire des dégâts quand les bombes explosent. Mais lui, en fait, il a utilisé dans une autre option, il avait Ilyana, en fait, pour lui faire redonner des tours. Il a perdu le premier tour, peut-être, mais après, une fois que les bombes se sont posées, deux tours plus tard, les bombes explosent et étourdissent les adversaires. Et donc après, il est refait jouer ce Cyan avec cette Ilyana, et après il a quand même d'autres monstres pour faire des dégâts par-ci par-là, et ça a fait la grande différence en fait ce Cyan. D'autres joueurs ont essayé mais ils ne sont pas arrivés au résultat du coup de J-Mac qui avait
plein de solutions. C'était ça l'atout principal de J-Mac, c'est que le Cyan n'était pas vraiment là pour poser des dégâts. C'est ce tour de stun qu'il va poser sur tout le monde lorsque les bombes vont exploser qui ont permis eh bien, de contrôler la game pour la tourner à l'avantage de J-Mac. C'était hyper bien joué. Mais bon, c'est pas le style principal de J-Mac. Junpei, on peut vraiment dire que J-Mac c'est plus dans l'optique je prends le premier tour. Principalement, J-Mac il joue quand même des monstres qui vont contrôler, ils vont jouer très vite et on va jouer en plus avec un ninja dark Han. Et donc en fait la logique c'est je vais très vite et par exemple je peux la combiner avec une bêta, la sirène ténèbres qui donne de l'immunité. Ou alors, avec ça, on a du contrôle. Donc, soit il était protégé par l'immunité de Beta et du coup le Han, soit il avait plein de contrôles. On peut voir dans ces drafts, il y avait du Ganymede, du Hathor, du Cheongpong. Et pendant que les unités étaient contrôlées, eh bien, tout simplement, le Han qui fait un sort 3, qui tape et qui met un défense break sur une unité, il regagne de la barre d'attaque instantanément et il peut tuer l'unité qui a eu du coup cette défense réduite. Et pendant que tout le monde dort, Han 1-1-1, il tue les monstres et c'est donc vraiment une unité vraiment difficile à contrôler, à gérer quand on n'a plus d'immunité. Donc quand elle est du coup draft avec d'autres monstres qui enlèvent l'immunité et qu'en plus quand tu dors, Han il fait complètement le café. Et c'était donc une arme très forte et très dure à gérer dans la box de J-Mac qui a gagné sans bien grand mal cette finale, même s'il était contre Trocamu qui était quand même énorme. Et du coup, à ce jeu-là, eh bien, c'est bien notre ami J-Mac qui était le plus fort. Et ben voilà, ça nous fait un champion de la Coupe Amérique en 3-0. C'était quand même vachement drôle, parce qu'il y a un moment assez marrant. Une fois qu'en fait Trocamu s'est qualifié, on peut se souvenir qu'il était en mode zen. Il était franchement tranquille pendant que J-Mac lui était extrêmement tendu et même du coup Trocamu s'était déguisé en Diana. Mais au moins il était relax et je pense qu'on va voir deux candidats qui vont pour les Worlds faire des dégâts parce que honnêtement c'était du très très haut niveau. Pour finir ce sujet de la Coupe Amérique, on peut clairement dire que Cheongpong, le peintre vent, avait un peu fait la différence dans cette Coupe Amérique. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ce point et je pense que tout le monde l'est, Junpei. Le kit de Cheongpong fait qu'on a envie de le jouer à toutes les sauces, évidemment. C'est parfait, c'est du pain béni. Maintenant qu'on a couvert toute la Coupe Amérique, je pense qu'on peut bouger vers la Coupe Asie-Pacifique. 1er novembre à 4h du matin, eh bien, il y avait la Coupe Asie et là aussi on avait des joueurs très expérimentés et très attendus pour cette compétition, notamment Skit, favori absolu, mais pas que, on avait aussi du Xeré, on avait aussi du Tanaka Tsubasa, enfin bref, une pléthore de joueurs qui sont vraiment exceptionnels et encore une fois, mon cher Shizu, c'est pas forcément ceux qu'on attendait qui ont brillé. Et on peut voir Skit par exemple, champion du coup de l'Arène Nord de la saison actuelle et aussi de la Special League qui est sorti directement. On avait aussi To Love, un des plus connus de la scène Asie-Pacifique qui est sorti du coup en quart de finale. Tanaka Tsubasa qui avait bien performé dans les préliminaires aussi, qui sort contre Gaïa. Et on a Xeré qui aussi était bien connu de la scène mais qui est tombé contre Mr. Chung. Et donc les résultats finaux, Gaïa il finit en place de 3e parce qu'il y avait 3 qualifiés de la Coupe Asie-Pacifique. Et ensuite on avait du coup en finale Mr. Chung et Charmy. Et on va voir déjà l'utilisation d'une unité chez eux qu'on avait rarement vue au SWC, si ce n'est jamais, c'est bien évidemment Chris. Chris, l'archer magique de lumière, eh bien on a une utilisation qui est parfaite puisque on arrive côté Gaïa à sortir un Chris extrêmement rapide, plus rapide même que son Daphnis, et on va le voir, il va faire un travail exceptionnel sur cette Mina puisqu'on rappelle que Chris, s'il n'arrive pas à poser son stun, eh bien il va pouvoir gagner un tour supplémentaire. Gaïa qui, eh bien dès les premiers tours, même si là c'est vrai son Daphnis ne crit pas, va pouvoir quand même disposer de quasiment 2 unités face à son adversaire Tanaka Tsubasa, et on le voit là, Gaïa qui est très heureux et c'est vraiment la surprise, Chris qui était ruiné extrêmement rapidement et ça fait du bien. Personne s'est dit du coup il va sortir Chris contre moi parce qu'il n'était pas connu pour ça un peu Gaïa. Il jouait dans les saisons précédentes un peu des unités très tanky et là il a fait la surprise, il a dit non. Allez, on va faire du rentre dedans et c'était une grande surprise. Et quel lancement on cherche chez nous puisque Gaïa n'a simplement pas le temps en fait. La plupart des joueurs Asie, ils aiment bien jouer autour du contrôle et Gaïa s'est dit moi lors de CSWC, le contrôle
c'est pas pour moi. Et on le voit directement puisque là, il a simplement amené un buff attaque / immunité, c'est-à-dire cette petite frane. Et derrière, on va dérouiller ses adversaires avec Daphnis qui est en violent, une Barbara qui est extrêmement énervée, une Etna qui sort d'un autre monde également et qui va disposer d'un petit peu tout le monde. Regardez, hein, la Barbara qui met une claque monumentale à la Mio. Et derrière, on va pouvoir tout simplement dérouler. J'en attends beaucoup de ce joueur qui a un gameplay très particulier, surtout pour la région dans laquelle il se trouve. Il me semble que tu voulais nous parler de Charmy, le vice-champion. Charmy, en fait, c'est un joueur qui a utilisé un monstre que pas mal de joueurs jouent, mais c'est le seul à l'utiliser au SWC. On parle du coup du chat ténèbre double éveil, Mio. Alors, Mio, on peut galérer contre elle, mais en général, les gens du SWC ont pas trop de problèmes. Mais lui, il a utilisé dans les phases de préliminaires et maintenant aussi du coup contre To Love, dans cette coupe Asie-Pacifique. Et en fait, il la draft en se disant, il y a pas mal de choses qui vont crit ou alors qui font pas beaucoup de dégâts. Et quand il tue du coup les monstres qui vont pas faire de taux critique, il peut laisser du coup par exemple une Juno. Et quand il reste plus que des monstres qui font des coups critiques, il sait directement qu'il a gagné. Et au long terme, petit à petit, on peut plus tuer cette Mio. Et à la fin, Charmy gagne avec du coup un monstre, 3 étoiles natifs contre plein de 5 étoiles natifs. C'est le seul joueur qui fait ça et ça fait genre un peu plaisir, non? C'est toujours bien en plus de se dire que c'est des monstres qui sont accessibles à tous les joueurs et qui font des miracles dans la plus belle de toutes les compétitions. C'était que un style de draft de la part de Charmy parce qu'il a quand même joué d'autres types d'équipes plus conventionnelles. Il joue beaucoup de contrôle, ça fait en fait un contrôle infini. Et en fait, à sa disposition, il a des unités qui font très plaisir, hein. Il a donc le très classique Ganiator, mais il a aussi du coup la Nephthys et le Chi-Hu. Donc en vrai, là on se dit, soit je me fais contrôler par ce Chi-Hu, parce que les cooldowns sont très courts de Chi-Hu, hein, c'est du 3 tours de cooldown, ou alors il y avait la Nephthys qui allait du coup mettre le break def de zone, le glancing, etc., ou il y a le Ganiator, et en vrai ça fait des bons dégâts, et si en plus il a la chance de taper sans coup glancing sur les monstres vents, Chi-Hu retourne la game, et en gros il a contrôlé ses adversaires à l'infini jusqu'à que tous les monstres meurent. Et c'est ça qui a fait du coup la plus grande partie des games de Charmy, d'avoir ce Wunsa ou cette Nephthys ou Ganiator, et donc très compliqué à gérer. Mais on a Mr. Chung, Mr. Chung qui a trouvé peut-être une parade à ce genre de gameplay puisque lui va jouer une team qui est quasiment immortelle. Donc une team qui va être extrêmement tanky et on va grappiller petit à petit les PV des monstres adverses. Et au début, ça semblait plutôt mal embarqué pour Mr. Chung dans ce combat contre Xeré, mais on voit que au fur et à mesure, contre une team qui n'a aucun soin, on va pas pouvoir faire grand chose puisqu'on va se faire un petit peu endormir par cette pra de temps en temps et derrière, on a des supports qui infligent de gros dégâts. Ce Taranis avec un buff défense, c'est, vous le savez, d'énormes dégâts et du coup, on se retrouve face à une équipe qui, au premier abord, payait pas de mine, mais au final, on n'arrive pas à les tuer et ils nous graillent petit à petit. Donc vraiment, pas agréable, je pense, pour l'ami Xeré qui là-dessus y a laissé quelques plumes. Ce n'est pas terminé puisque Mr. Chung avait lui aussi plusieurs cartes dans sa manche. C'est le Singe Light, donc le Singe Light qui a été utilisé par Mr. Chung et qui est un contrôle incroyable. Kitian Dasheng, hein, comme il s'appelle, qui a un skill 2 qui est exactement le même que Chi-Hu. Donc du coup, il va pouvoir stun tout le monde et pour chaque ennemi stun récupérer un petit peu de barre d'attaque. Et le skill 3 va pouvoir endormir pendant un tour les adversaires et les ralentir pendant 2 tours. Et ce ralenti, il est extrêmement important puisqu'il va permettre du coup des rotations à ce Singe Light, du coup, qui va pouvoir récupérer ses cooldowns entre temps et procéder à un contrôle qui va être quasi infini. Donc ça fait extrêmement plaisir, un Singe Light qu'on n'a pas beaucoup vu lors de CSWC et pourtant qu'est-ce qu'il est fort. Vraiment ce Kitian Dasheng là, c'est une unité qu'on aimerait beaucoup avoir parce que elle régale. Et du coup, on a fini ce sujet de la Coupe Asie-Pacifique. C'est sympa de voir du coup plein de styles de jeux différents. Ça va donner plein d'opportunités pour la finale mondiale. Mais avant ça, il faut parler de la Coupe Europe, hein, la dernière en date. Et je pense qu'on est motivé comme jamais pour vous en parler.
Et parlons maintenant du coup de la Coupe Europe, celle qui nous tient un peu le plus à cœur forcément parce qu'on est proche de la communauté, on connaît les joueurs. Et dingue, c'était une coupe assez extraordinaire, hein. Encore une fois des favoris qui tombent, enfin bref, c'était le beau jeu. On avait du coup des joueurs du coup connu des SWC, Shen qui était là toutes les années, Zerpolita aussi qui était là très régulier. On avait aussi du coup d'autres joueurs qui ont fait la surprise et on peut du coup maintenant regarder le tableau final, hein, mon ami Junpei. Obabo qui a perdu 2-0 face à Vilipiti sur un quart de finale assez sec. Shen qui lui aussi était favori et qui a perdu lui par contre 3-0 en demi-finale. Mais sinon on a également eu Zerpolita très impressionnant sur cette compétition. Vilipiti, on l'a dit, qui d'ailleurs s'impose et devient champion d'Europe. Et du coup, c'est Rosit, le vice-champion actuel, qui lui cède sa place. Et vraiment, c'était encore une fois plein de rebondissements. Il y avait plein de matchs auxquels on ne s'attendait pas forcément. Et surtout, des matchs très expéditifs, encore une fois. Tout a été chamboulé. Et de quelle manière? Et donc, on peut parler en fait des drafts de Rosit. Rosit, il avait fait la surprise dans les préliminaires à jouer son singe d'arc, son Dang Lao. Et c'était un peu la surprise à l'époque, on pensait que c'était un peu pour le showman. Et en fait, ça faisait des games très rapides. On peut voir là dans cette game contre Knight, son Song Lao, tour 1 fait le sort 2, il vole un buff en mettant un break def. Ensuite, le Vigor suit, il du coup entame la Fran. Et la Ciara qui joue même avant la Fran, donc là beaucoup de vitesse encore une fois de la part de Rosit. Et le tour d'après, le singe dark stun tout le monde. Et en vrai c'était tellement expéditif que Knight a concédé la victoire quand il a vu que ses chasseurs fauves, les Beast Raiders, étaient tombés de la monture. Il a dit bon c'est fini mec, bien joué. Par contre, une autre unité qu'il joue, qu'on a l'habitude de voir, du coup c'est son Ragdoll. Et son Ragdoll, il est pas là pour déconner. Oh non, il est énorme. À l'Open, il a failli one-shot cet Hathor. Il a fallu du temps pour dire what. Non, c'était vraiment impressionnant. Et après, du coup, le Ragdoll était là pour faire les dégâts à lui tout seul. Les sorts 1 sur le Verdé, ça le sortait quasiment. Et ensuite, le Ragdoll, on peut voir qu'il était en violent et pas en vampire. Pas mal de gens jouent Ragdoll en vampire. Non, lui, il le fait en violent. Et comme ça peut permettre de faire la surprise au bon moment. Et le Ragdoll, très tanky. Et du coup, ça faisait la différence dans la game de Rosit qui jouait un peu, du coup, ces deux monstres ténèbres au cœur de ses compositions. Même évidemment, on a eu Vilipiti, c'est lui le grand vainqueur et le champion d'Europe 2020. Lui, il jouait des drafts très agressives. Alors un petit peu comme ce qu'on a vu avec Gaïa en Asie, eh bien on va avoir une draft côté Vilipiti qui va être composée de cette basse tête qui va être un petit peu centrale. Et même si elle est bannie dans l'extrait que l'on voit, eh bien derrière on n'a que des monstres qui vont taper très fort. Notamment cette Savannah qui va pouvoir tenter de break def un petit peu tout le monde et de mettre surtout le buff vitesse. Et derrière, on va pouvoir laisser dérouler de nouveau avec ce que vous connaissez très bien, Okeanos et Ganymède, qui vont à tour de rôle pouvoir contrôler l'équipe en face. Et malgré ça, Zerpolita qui lui joue une team qui est très tanky, eh bien ça n'a pas suffi. On a réussi à bien s'imposer avec cette draft côté Vilipiti. Il a utilisé une autre unité, ce cher Vilipiti, et c'est Shan. Alors Shan, c'est qui? C'est tout simplement la chimère de lumière. Et la chimère de lumière, elle a le squall que toi tu affectionnes beaucoup. C'est un sort qui va taper en fonction de la vitesse et qui va taper très fort. Et on va avoir également un contrôle sur le skill 3 de zone avec un stun AOE qui fait des miracles également et qui donne un buff vitesse sur toute la team. Donc là vous allez pouvoir le voir en action avec notamment le squall, la boom à blanc qui va faire quand même 14 250. Alors on avait certes un buff vitesse, mais ça fait quand même très mal. Et derrière on a une chimère qui est très tanky, et pourtant dans ce genre de configuration, eh bien on arrive à sortir une compo encore une fois qui se marie bien autour de ce Shan et qui le fait l'emporter tout simplement face à Zerpolita. Mais ce n'est pas terminé, puisqu'il y a encore une unité qui récemment a pris un buff et qui a été jouée par Vilipiti, c'est bien sûr Etna. Etna, c'est la dame de l'enfer vent, et on rappelle que maintenant sur son skill 3 elle va pouvoir aller chercher un monstre et aller lui voler les effets bénéfiques, et c'est totalement ce qu'elle fait en allant attaquer ce Belenus. Alors il y a un petit peu de réussite parce qu'on arrive à le stun, mais derrière ça permet de voler l'immunité et derrière évidemment de pouvoir linker avec son équipe habituelle, c'est-à-dire la Savannah et l'Okeanos. Donc un Vilipiti extrêmement impressionnant avec des plays divers et variés, mais qui se rejoignent sur un et même dénominateur,
c'est la préparation. Il était vraiment très préparé et c'est ça qui a fait plaisir et qui l'a certainement permis de remporter cette compétition. Et petite surprise, on a quelques mots venant de sa part. Regardons ça dès maintenant. When I qualified for World Finals, my first feeling was yes, finally, and I was so relieved because I've been wanting to go there for 2-3 years now, and I felt that I finally made something happen in the game. What I fear the most is what I like the most. What I would like to fight the most is J-Mac. If I fear someone, then I want to meet him absolutely and crush him. That is how it goes in my mind. Key unit in my fight so far, it was the Etna. And Etna's violent procs, crazy procs. I didn't expect her to go so crazy, but she did, and I hope she can show the same potential at the World Finals. People be fair, the Etna is coming at you with the RNG and the violent procs. Me using such different units in Europe Cup if compared to preliminaries. I'm a person who goes according to the mood. When I feel aggressive like I did at the Europe Cup this year, I was in so good mood that I was on fire, and that is why I went so aggressive. And maybe at the preliminaries I was little bit on cold, maybe frozen, and I couldn't make such aggressive plays. It all goes according to feeling and to the atmosphere. Ah, Vilipitti, sacré personnage, il fait le showman, donc ça fait plaisir de l'avoir en tant que champion, hein, quelqu'un qui fait le show et qui fait sourire. Et en plus, c'est une belle histoire parce que les années précédentes, du coup, il était remplaçant ou remplaçant de remplaçant, et il passe de remplaçant directement à champion d'Europe. Donc c'est une belle histoire. Et en parlant de belle histoire, toute belle histoire a une fin, et c'est donc la fin de cette série de The Scroll avec Junpei. En tout cas, nous, on a passé du plaisir à tourner cette émission, hein, n'est-ce pas, Junpei ? On a pris beaucoup de plaisir, effectivement, c'était très cool et surtout, on se retrouve le 21, puisque le 21 novembre, on rappelle à 6h du matin, nous allons commenter tout ça. On vous attend derrière vos écrans pour encourager nos deux Européens, Vilipitti et surtout le petit chouchou français, Rosite. On espère que ces épisodes vous ont plu et on vous dit à très bientôt. Salut.